Bien, donc on continue sur le principe du simplex qui est, on l'a déjà cité, algébriquement parlant, le simplex s'interprète comme la détermination d'une suite de bases adjacentes réalisables de telle sorte que les valeurs associées à la fonction objective soient croissantes d'une itération à une autre. Bien, bon, le simplex est un algorithme qui a beaucoup de variantes, c'est-à-dire qui dit différentes variantes, qui se différencient dans la stratégie de recherche entamée. Donc chaque variante, elle a une idée, une nouvelle idée, qui est dans le but d'améliorer la recherche et de pouvoir arriver à la solution dans un temps rapide et avoir une qualité bien de la solution, bien une bonne qualité de la solution. Donc je vous cite quelques variantes, par exemple la méthode du simplex révisé, le simplex de deux phases, la méthode du simplex primal, la méthode du simplex dual, la méthode du simplex primal dual. Donc ces différentes variantes, chacun elle a, c'est-à-dire son principe, mais le point commun entre toutes les variantes, c'est que le simplex, bien l'algorithme, explore les extréments du polyèdre qui est l'espace de recherche des différentes contraintes. Bien. Donc dans cette vidéo, je vais entamer la version primale du dual. C'est une version qui s'appelle méthode de pivot de Gauss ou bien la méthode des tableaux qu'on va voir maintenant. Donc avant de je vais prendre un exemple pour mieux comprendre la méthode et les différentes étapes de l'algorithme. Mais avant cela, je vais donner quelques, c'est-à-dire notions sur la forme à avoir, la forme du problème linéaire à avoir pour pouvoir appliquer l'algorithme du simplex. Donc globalement, le problème linéaire peut avoir une forme générale, une forme canonique et une forme standard. L'algorithme du simplex utilise la forme standard. Donc pour arriver à la forme standard, il y a plusieurs techniques à utiliser. Donc rappelons qu'une forme générale d'un problème linéaire, donc un problème est dit sous forme générale si et seulement si toutes les contraintes aussi, c'est-à-dire entre autres que celle de la contrainte de positivité, qui il doit être supérieur ou égal à 0, sont des égalités ou des inégalités. Donc, concernant la contrainte de positivité, c'est que Dantzig travaille dans l'ordre positif, c'est-à-dire c'est une des conditions de la forme du PL à résoudre. Pardon. Donc, concernant la forme canonique, quant à la forme canonique, elle fait intervenir exclusivement des inégalités. Donc, il n'y a que des inégalités. Donc, il est souvent nécessaire d'introduire des variables d'écart pour transformer des inégalités en égalités. On va voir pourquoi. Parce que le simplex, il a besoin de la fonction standard. Et la fonction standard, et la forme standard plutôt. Et la forme standard du problème, c'est le fait que le problème est sous forme standard si et seulement si toutes les contraintes, autres bien sûr que la contrainte de positivité, sont des égalités. On n'a que des égalités. C'est pour ça qu'on utilise des techniques pour transformer notre problème de la forme générale à la forme standard. Donc on peut passer de la forme générale à la forme canonique et de la forme canonique à la forme standard. Donc remarque, notons que pour appliquer le simplex, il faut se ramener à la forme standard et bien sûr un problème de maximisation. Donc, algébriquement écrit, la forme générale d'un PL, c'est une minimisation ou bien maximisation d'une fonction f de x sous plusieurs contraintes qui peuvent être des égalités, g de x égale à 0, ou bien des inéquations supérieures ou bien des inéquations inférieures. Et la contrainte de positivité xi doit être supérieure ou égale à 0. La forme canonique, c'est toujours la fonction objective min ou max f de x, mais avec que des inégalités inférieures. Donc g de x inférieur ou égal à 0, h de x inférieur ou égal à 0 et k de x inférieur ou égal à 0. Donc il y a des techniques à suivre, mathématiques bien sûr, pour passer de la forme générale à la forme canonique. Et puis avoir la forme standard qui est toujours, c'est-à-dire la forme standard, sa définition est la suivante. On a maximisation de f de x. Donc on maximise. Et toutes les contraintes sont des égalités. Donc pour passer d'une forme générale à une forme canonique, on applique des techniques. Et pour passer de la forme canonique à la forme standard, on applique des techniques.
Quelles sont ces techniques-là? Donc, par exemple, pour passer de la forme générale à la forme canonique, on a une équation supérieure égale. Donc, pour avoir inférieur égal, on va multiplier les deux membres de l'inéquation par moins 1. Par exemple, si on a x supérieur égal à 9, c'est équivalent à moins 2x inférieur égal à moins 9. Donc, on a l'inégalité inférieure égale. Donc, on a ici la forme canonique. Si on a une égalité, pour la transformer en des inégalités inférieures, on transforme l'égalité en deux inégalités. On va l'éclater en deux inégalités. Par exemple, si on a x égale à y, c'est équivalent à x inférieur égal à y et x supérieur égal à y. Pour la deuxième inéquation, supérieur égal à y, on va utiliser le principe de la multiplication par moins 1. Donc, on aura moins x inférieur égal à y. Donc, de l'égalité, on a eu deux inégalités inférieures. Donc, on a une forme canonique. Pour la transformation de la forme canonique à la forme standard, il faut que les inégalités inférieures deviennent des égalités. C'est faisable parce qu'on ajoute des variables d'écart. C'est grâce à des variables d'écart. Donc, mathématiquement parlant, x inférieur égal à y revient, ou bien c'est équivalent à x plus E1. E1 est une variable d'écart, c'est-à-dire c'est la différence entre le x et le y, égale à y. Bien sûr, avec le EI, avec la variable d'écart, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, on a passé des inégalités inférieures vers des égalités. Donc, on a la forme standard. On doit avoir une maximisation, parce que la forme standard, on doit avoir une maximisation. Donc, pour la fonction objective, si on a une minimisation, on va transformer la minimisation en maximisation en multipliant le f de x par moins. Donc, le min de f de x égale max de moins f de x. Très bien, donc c'est faisable. C'est pour ça que c'est un modèle formel. Donc on peut toujours appliquer des techniques mathématiques qui sont, c'est-à-dire démontrables et justes. Bien. Maintenant, pour les contraintes de non-négativité, si par exemple, après modélisation de notre problème réel, parce que le PL c'est un modèle formel, mais qui modélise un problème réel. Donc si en modélisant notre problème réel, on obtient, c'est-à-dire selon les données du problème, on a des variables libres, c'est-à-dire des variables réelles. Ça veut dire le x, la condition sur le x, c'est qu'elle doit être réelle, c'est-à-dire appartient à R. Mais dans le modèle standard du PL, on doit avoir les x supérieur ou égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer, remplacer la variable libre qui est x par la différence de deux nombres non négatifs. Donc, dire x appartient à R revient à dire, ou bien c'est équivalent à x égale à x' moins x seconde. Avec x' et x seconde sont supérieurs ou égal à 0, sont des variables positives ou nulles. Donc, très bien. Donc, toutes ces techniques nous permettent, quel que soit le modèle obtenu, de le transformer en forme standard et d'appliquer l'algorithme du simplex. Si on a par exemple une variable bornée, toujours selon notre problème réel, on obtient une variable bornée inférieurement. Par exemple, dans la condition x inférieur égal à 6. On peut aussi la transformer en une nouvelle variable qui est égale à x' égale à x moins 6. Toujours pour avoir la contrainte de positivité. D'accord? Ou bien on dit la contrainte de non-négativité. Qui est cette contrainte-là. Condition sur le type de la variable utilisée par l'algorithme du simplex. Bien. Donc, parlons maintenant de la solution obtenue par l'algorithme du simplex. Donc, d'une façon très abstraite, les solutions du simplex sont de deux types. Ou bien la solution, elle est infinie. C'est dans le cas où le problème, il est non borné. C'est-à-dire l'espace de recherche obtenu, c'est un espace de recherche infini. Donc, c'est sûr qu'il y a une solution, mais une infinité de solutions. Et il y a le cas le plus courant, le nombre de solutions est fini, donc est obtenu en au moins un point extrémum du polyèdre. Donc, ça s'appelle une solution sommée. Donc, si le domaine de solution, ou bien le domaine réalisable, ou bien l'espace de recherche sont finis, donc c'est sûr qu'on a au moins une solution qui est le point extrémum du polyèdre. Ça s'appelle solution sommée. Pourquoi je dis au moins une solution? Parce que la sortie de l'algorithme simplex, c'est-à-dire l'algorithme simplex, on le nomme lorsqu'il devient une application, c'est-à-dire on le programme, ça devient une application qui s'appelle le solveur d'un problème linéaire. Donc le solveur d'un problème linéaire, il a en général 3 sorties, ou bien 2 sorties dans le cas du simplex. On a une et une seule solution qui est la solution optimale, ou bien plusieurs solutions optimales. Parce qu'on peut avoir des extrémums qui ont la même valeur, bien qui réalisent la même valeur optimale de l'objectif. Plusieurs points qui réalisent le même objectif.
Donc ce sont tous des solutions. Donc plusieurs points différents qui donnent la même valeur de la fonction objectif. Tous sont des solutions.